Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Bonjour à tous, content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de cette année-là et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui notre ami François Bousquet. Bonjour Patrick. Bonjour François. Mon cher François, je crois que notre numéro d'éléments qui est là, je le montre à la caméra, et là est encore en kiosque en ce moment. Ouais. On fait un carton carton avec notre sondage, avec beaucoup de reprises dans la presse. Excusez-moi, voilà, c'est l'émotion. Donc n'oubliez pas le élément en kiosque. J'ai le plaisir d'avoir Daoud Borzala. Bonjour Daoud. Bonjour Patrick. Vous allez être vraiment au cœur du sujet aujourd'hui. Olivier François. Merci. Olivier, Bonjour. ça va? Autant que l'époque me le permet. Bon, très bien. Le mois dernier. Le mois dernier, vous avez fait un hommage à Jean-Luc Godard par un tournée de chefs. Enfin, Oui, en partie, je demande aux gens d'aller voir le dernier numéro du Plus d'éléments, parce que c'est extraordinaire. Bah, c'est gentil, mais c'était pas du tout un hommage à Jean-Luc Godard, c'était un hommage à Jean-Claude Killy. Bon, d'accord, ok. Je crois que ça commence bien. Et on a Christophe, Maxime, Pour vous servir. pour le servir. Alors aujourd'hui, on va partir 30 ans, on va fêter un anniversaire, c'est les 30 ans de Disneyland, qui s'appelait à l'époque Euro Disney. Aujourd'hui, c'est Disneyland. Et en 85, le projet qui devenu public, devant l'ampleur du projet, le Grèce et Éléments ont décidé de faire un colloque. C'était leur 20e colloque, et ça s'appelait le défi Disneyland. Donc ce petit fascicule où vous pouvez vous le trouvez sur le site, mais simplement en PDF. Où il y avait Pierre Vial, Pierre Gripari, Guillaume Fage, Jean-Louis Foncine, Marco Tarqui, Alain de Benoît, qui commençaient la bataille contre Disney. Et ben, je peux vous la donner, on a perdu. On a perdu, et on sait que l'opération à l'époque, Daoud, vous avez étudié aussi, je vais vous montrer quand même, parce qu'on fait les choses bien, c'est que dans Éléments, il y a tout un reportage que vous avez fait. Et je montre quand même, avec des photos de Daoud lui-même. Vous avez fait tout un reportage pour ce 30e anniversaire. Et mon cher Daoud, au départ, la France, ça paye très cher cette installation de Disney. Pourtant, c'était le pays du Parti communiste qui était contre la culture américaine. Et c'est nous qui décidons d'avoir Disney qui arrive en Europe. Oui, et je crois qu'un des artisans du projet de longue date est un ancien gaulliste passé au Front National, un certain Charles de Chambrun. Exactement. Et suivant le bon vieux principe capitaliste, privatisation du profit et mutualisation des pertes, finalement, l'État, avec à sa tête le Premier ministre Chirac, qui venait de succéder à Fabius, mais Fabius était tout aussi partisan du projet, a massivement arrosé d'argent public le projet, ne serait-ce que pour relier Marne-la-Vallée correctement en RER. Je crois qu'il y a Édith Cresson aussi, dans le coup, elle était ministre. Mais il y a eu un consensus quasi général. Ouais, de la gauche et de la droite. Oui, exception faite d'électrons libres comme Arlette Laguillet. Voilà, une manifestation organisée par Troisième Voie, Georgine Maliarakis à l'époque aussi. Jean Edern, oui. Ouais, c'est vrai que Arlette Laguillet, je la cite, elle est citée par Alain de Benoît, elle disait « Louis XIV aura laissé Versailles et Mitterrand Disneyland ». Je pense un bon résumé. Mais ce qui est le plus surprenant dans cette histoire, Daoud, c'est qu'on s'aperçoit que, et à l'époque, notre ami Alain de Benoît le dit, on sait que la société Walt Disney Productions, qui il y a 2 ans est sur le déclin et venait de passer sous contrôle des capitaux texans, financiers à Dallas. Ce projet répond à des impératifs purement boursiers. Et ce qui est incroyable, c'est quand on voit la somme dépensée par les Français. Il dit « On sait que l'opération coûtera à la France 2 milliards de dotations publiques, 4 milliards de capitaux venus de la Caisse des dépôts et consignations, c'est-à-dire nous, 5 autres milliards mobilisés sur le marché français des capitaux et 180 millions de subventions publiques annuelles. Disney, lui, va dépenser 440 millions de francs,
d'investissement initial percevra 200 millions de royalties annuelles, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, ils se sont remboursés. En fait, c'est une belle affaire pour eux. Alors, si vous voulez tous les chiffres précis mis à jour, il y a un ouvrage plus récent de Paul Ariès de 2002 qui doit s'appeler Le cauchemar de Disneyland, que je cite dans l'article, où là, en fait, vous voyez toute la gabegie que ça a été. Mais sur un plan purement économique, je crois que le parc a mis quelques années à trouver son succès. Alors aujourd'hui, dans les années 90, ça a mis un certain temps, mais aujourd'hui, c'est devenu la première destination européenne. Chez les jeunes Français, enfin, il y a des chiffres éloquents de Jérôme Fourquet sur le fait que c'est la première destination, loin devant Notre-Dame, le château de Versailles et même la Tour Eiffel, que le McDonald's de Disneyland est peut-être le restaurant le plus rentable de France. Donc en fait, qu'on le veuille ou non, ça a même servi de rôle pivot dans la diffusion de la musique country jusqu'au fin fond de nos campagnes. Donc qu'on le veuille ou non, Disneyland a pénétrer, pour ne pas dire contaminer, la culture de la France mondialisée de 2022. François, effectivement, on avait fait une émission sur l'américanisation de la société française. C'est quoi? C'est une naïveté française, cette histoire-là ou Européenne, c'est peut-être qu'on avait été les derniers, de la même manière qu'on est les derniers à quitter les campagnes et à rallier les villes en 1950, un pays comparable économiquement, Allemagne, Angleterre, etc. On est les derniers, sûrement, à se rallier totalement à l'Amérique. C'est un chapitre qui a été très peu étudié. Daoud évoquait un livre central de l'année dernière, La France sous les yeux, qui aurait dû être appelé La France d'après, de Jean-Laurent Casselli et de Jérôme Fourquet, qui est vraiment un des meilleurs livres, moi je trouve, de ces 10 dernières années. Parce que c'est une sociologie très précise de ce qu'est devenue la France. Il y a un phénomène d'acculturation qui est foudroyant, qui est saisissant, chez nos voisins, il est antérieur. En Hollande, dans les pays du Nord, on parle communément, par exemple, anglais. C'est pas encore le cas en France, mais ça va venir. Ça affecte principalement la France périphérique. C'est ce que montre Fourquet. Il y a une américanisation, il y a une brooklynisation dans les centres-villes, avec les bobos. Mais dans la périphérie, dans ce qu'il appelle la France triple C, pas la France triple A, il y a une américanisation par Disney. Il rappelle cette scène symbolique, parce que quel symbole, les symboles sont importants, c'est que les Gilets jaunes de Marne-la-Vallée, pour le premier samedi, se réunissent devant Euro Disney, ou Disneyland, je ne sais pas comment ça s'appelle, Disneyland Paris, parce que c'est l'endroit où ils se retrouvent. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Les Gilets jaunes. Donc on est au cœur de l'électorat de Marine Le Pen. L'entrée, l'accès gratuit le dimanche à Disneyland. Les chiffres, Daoud les a évoqués, sont colossaux. C'est 12 à 15 millions de gens en Europe qui se rendent à Disneyland. C'est fascinant, mais c'est pas le seul. Moi, je lisais dans le bouquin de Fourquet, j'en parle parce que ce livre est vraiment, je trouve, génial, sur la comparaison dans le Loir-et-Cher entre le château de Chambord, qui est emblématique de la Renaissance, de François Ier, de Léonard, surtout de Léonard de Vinci, et du zoo de Beauval. Les courbes se croisent, toutes les courbes se croisent. Il y a de moins en moins de gens à Chambord, c'est comme ça, et à Beauval, de plus en plus. Il montre que l'accueil d'un panda en 2012 ou 2013 a été un événement départemental majeur, très supérieur à l'arrivée de Léonard de Vinci en France. Donc c'est un paramètre qui est malheureux. Il faut faire le deuil. Moi, à l'époque, je bossais avec Jean Ederne. Enfin, je lisais l'Idiot et je commençais à côtoyer Jean Ederne Allier. Et l'Idiot international, comme Élément et comme Le Grèce, on était en première ligne contre. Quelle année C'était au début des années 90. À l'époque, il y avait encore l'Idiot. Et l'Idiot, GB, le grand dessinateur GB, avec Conc, il y avait deux dessinateurs de génie dans l'Idiot, c'était GB et Conc. Un de gauche, un de droite. Un d'extrême gauche et un d'extrême droite. On s'était battu comme Le Grèce, comme de Benoît, contre ça, en disant que, comme le PCF, qu'on allait être emporté, parce qu'on n'est plus, vous évoquez les chiffres, c'est sidérant, je veux dire, on est même plus un allié, on est rallié, quoi. Genre, on nous dit d'aller attaquer l'Ukraine, la Russie, on y va, je veux dire, oui, oncle Sam. Oui, on doit s'interroger lourdement sur ça. Moi, j'en ai fait mon deuil, parce que on est au cœur de l'électorat de Marine Le Pen, de la France périphérique, qui reste très patriotarde, très attaché aux symboles identitaires français, simplement avec une amnésie qui accompagne cette espèce d'affirmation identitaire. Et l'amnésie, c'est l'américanisation foudroyante qui est très peu étudiée. C'est ce que montrent Casselli et Fourquet. C'est qu'on a étudié les Lucky Strike, les chewing-gums, tout ça, je veux dire, mais on n'a pas étudié la musique sans eux. Moi, je n'avais pas de clé pour comprendre. Je suis en village, dans Lyon, il y a un club de musique country, de gens qui votent Marine. Je le sais, même s'ils ne vous le disent pas. Je
comprenais pas. C'est ça. Il faut savoir qu'au sein même de l'établissement Disney, dans les hôtels, etc., il y a des spectacles de country, de danse country. Olivier, vous vouliez... Oui, moi, il se trouve que j'ai été à Disney accompagner ma cousine dans les années 90. On trouve toujours une bonne excuse pour C'était avoir absolument été. désespérant. Et ce que je trouve incroyable, parce qu'il faut rappeler quels sont les spectacles qui sont proposés à Disney et quel est le côté nécrophile de Disneyland, en fait, qu'il se nourrit de la culture européenne, des légendes européennes, de la Belle au bois dormant, les Sept Nains, on connaît, et d'autres. Tous les grands contes. Et des grands contes, etc. Mickey est évidemment une invention bizarre, d'ailleurs, on ne connaît pas tout à fait l'origine de Mickey, mais qui est nécrophile, avec cette tristesse de la fête triste, quoi. Quand on voit les enfants avec leurs poussettes arrivant dans ce caractère, ce côté concentrationnaire, ce côté... concentrationnaire, je le dis. Enfin, il y a une sorte de camp de distractionnaire de Disney qui est absolument effrayant, qui est triste. Moi, je me souviens, j'avais déjà 17 ans à l'époque, donc j'étais un peu éveillé. Et après... j'étais déjà éveillé. J'étais déjà un peu éveillé à l'horreur du monde, parce que j'avais lu quelques livres. Et je me souviens de sortir de ce moment vampirique, si je puis dire, où je voyais tous les récits européens qu'on m'avait racontés, digérés par Disney et recrachés de manière spectaculaire, et c'était vomitif. Et c'était absolument... J'aimerais quand même appeler nos spectateurs à regarder ce merveilleux documentaire sur Disney qui s'appelle, de manière ironique, Disneyland, le vieux pays de notre enfance, de Arnaud de Palière, et où on voit toute l'horreur que représente Disney. Et surtout le regard de ces gamins amenés par les parents, les amène où il faut qu'ils s'amusent avec ce pauvre Mickey, qui est en général un pauvre type, enfermé dans son scaphandre de Mickey. C'est une horreur. Mais comment alors expliquer la séduction, cette séduction? Enfin, j'en reviendrai. Peut-être qu'ils remplissent un vide. Moi, je connais pas les parcs d'attractions, mais je pense qu'il y a une espèce d'efficacité culturelle américaine qui remplit un vide. Ouais, Par exemple, les Allemands ont des parcs d'attractions. Il y a le plus grand, peut-être d'Europe ou du monde, s'appelle Europa Park. Qui est pas très loin de la frontière française. Europa Park est un mélange de distractions de grande ampleur avec la même efficacité américaine, mais qui ont gardé, c'est un peu idiot de dire ça, mais qui a gardé un caractère allemand. Vous avez des faux villages bavarois, etc. Et vous avez une reconstruction de l'Europe. Alors, à ton avis, il y a la même facticité, je suis d'accord. Il faut en dire un peu de mal, même le Puy du Fou. Moi, justement, alors ça, je suis bien d'accord. Le reproche qu'on vous fera, c'est un condescendance de classe, un reproche de regarder de surplomb. Mais de fait, il y a deux France. Moi, j'ai été frappé, j'avais travaillé sur le sujet Zemmour Marine. Il y a la France du Puy du Fou et la France de Disneyland. Qui n'arrive pas. Non, c'est ça. Franchement, vous avez un éclairage en surplomb. Moi, je le conteste. Simplement, il faut s'interroger sur les raisons de ce succès-là. On peut s'interroger. Il y a une analogie américaine. Moi, j'y repense là en parlant. C'est l'inventeur de tout ça, c'est Barnum, le génial Barnum. Barnum a marqué en profondeur l'imaginaire américain. Mais Barnum avait une dimension grotesque, médiévale, que n'a pas Disney. Disney a aussi lissé Barnum. Disney a fusionné les contes européens dans l'univers. Corée aussi. C'est vrai, mais aujourd'hui, c'est plus Disney, c'est plus les contes européens, c'est plus la Belle au bois dormant, c'est pas Blanche-Neige. Aujourd'hui, c'est le rachat de la société Pixar, le rachat de Marvel, des licences Marvel, Star Wars, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est là pour faire de l'argent autour de produits bien précis. Daoud, vous avez été, mais pour des raisons professionnelles, à Disneyland, avec aujourd'hui le wokisme qui arrive, on le sait, les jeunes aujourd'hui sont de la génération de Netflix. C'est-à-dire que quand on explique que le wokisme arrive, il est là. Les jeunes regardent du Netflix. Est-ce que Disney a joué le jeu là-dessus? Très très peu. En fait, pour être honnête, mis à part c'est surprenant dans votre reportage. Il faut vraiment faire le déplacement parce qu'en lisant Internet, on a l'impression que c'est devenu un parc woke, mais mis à part pendant le mois des fiertés ou la fameuse soirée où ils avaient convié Bilal Hassani et le chanteur Mika, en fait,
toutes les attractions sont restées intactes. Alors c'est même scandaleusement hétéronormé, patriarcal, occidentaliste, pro-américain. Alors on peut prendre la Belle au bois dormant, on peut prendre les 7 nains, etc. Toutes les versions Walt Disney, qui sont effectivement des versions aseptisées des contes de Green, d'Andersen et des autres, sont tout à fait intactes. Ils sont devenus pour le wokisme presque sulfureux. Et d'ailleurs, on pourrait aussi, là où il y a toute la bêtise crasse d'un certain américanisme, on pourrait critiquer de manière intelligente, non wokiste, la vision de l'Ouest américain qu'il y a dans toute une partie du village qui s'appelle Main Street, où on a l'impression que l'Ouest américain a été littéralement découvert par Davy Crockett et les minorités, fussent-elles autochtones d'ailleurs, n'existe pas. Voilà. Moi, je m'étonne. Alors ça veut dire, Daoud, qu'il y a une schizophrénie entre le discours du conseil d'administration de Disney, qui veut la parité, qui veut le wokisme, et la réalité des parcs d'attraction. Absolument. Alors, en fait, on est dans l'éternel débat sur le capitalisme woke, c'est-à-dire sur la sincérité des intentions. Bon, moi, je pense que c'est une question un peu vaine, je me la pose sans arrêt, mais je pense qu'il faut juger un arbre à ses fruits. Mais dans le cas de Disney, il faut bien séparer deux choses. Alors, je ne sais pas à quoi ressemblent les parcs américain, mais en tout cas pour le parc français, c'est resté à 99% de la communication, avec une ligne d'accessoires LGBT, y compris avec aux couleurs transgenres que j'ai découvertes par l'occasion, rose et noir. Et il faut bien distinguer ça d'une part, et d'autre part les productions Disney, avec là tout un discours et des actes qui font la part belle à la diversité, LGBTQA+, et même, mais là aussi sous la pression des ligues de vertu LGBT, on pourrait peut-être parler de l'affaire en Floride, qui oppose aujourd'hui le gouverneur de Floride à Disney, mais qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on en a dit, parce qu'au départ, s'agissant... les faits. En fait, il y a quelques mois, au début de l'année, le Parlement républicain de Floride fait voter une loi contre la propagande LGBTQA+, appliquée aux crèches et à l'école primaire jusqu'en CE2, disons, qui interdit aux instituteurs et aux puériculteurs d'évoquer, enfin d'inciter donc au LGBTisme et d'évoquer ces questions jusqu'à ce niveau, sous peine d'être poursuivis par les parents d'élèves. Évidemment, tollé vent debout, les associations LGBTQA+, surnomment aussitôt la proposition de loi Don't Say Gay, ne dites pas gay, puisque c'est interdit. Et là, il y a une campagne de presse qui suit, et Disney est acculé à prendre parti. Dans un premier temps, le PDG Disney refuse de prendre parti. Alors là, il y a une indignation générale des associations. Et d'ailleurs, le scandale étant au départ que Disney finançait les deux bords, les républicains et les démocrates de Floride. En bon capitaliste. Il faut savoir que Disney bénéficie en Floride d'un statut quasiment extraterritorial avec c'est le plus gros parc de Disney qui était quasiment un État dans l'État de Floride, avec des privilèges fiscaux, pratiquement une autonomie qui les dispensait de demander des comptes au pouvoir public pour s'agrandir, etc. Donc, ce qui fait qu'ils avaient beaucoup à perdre. Donc, je vous passe les détails, mais au fil des semaines, la pression s'accroît. Pixar publiquement prend position contre Disney en expliquant que Disney rechigne dans ses dessins animés à mettre en scène des personnages homosexuels, etc., donc qui ne sont pas en odeur de sainteté. Et puis petit à petit, le PDG Disney va être contraint de prendre position. Il finit par dire « Oui, nous avons longtemps pensé qu'il fallait transiger, mais maintenant il faut le dire clairement, nous avons tardé à le dire, mais c'est une loi clairement homophobe et nous sommes clairement contre. » En conséquence de quoi, le gouverneur de Floride ferme les écoutilles des subventions, et d'ici 2023, d'ici 1 an et demi, tous les privilèges octroyés au Disney d'Orlando seront coupés. Et c'est le marché conservateur. Oui, c'est une bonne illustration en fait de l'opportunisme. Le gouverneur, c'est DeSantis en Floride. C'est ça. C'est le type qui a envoyé des avions de migrants sur une île du Massachusetts. Qui est un petit peu la frange populiste. Qui est un petit peu le concurrent, le rival peut-être de Trump dans 4 ans. C'est ça. Excellent. Très donc, bien. vous avez, sur le parc même, vous n'avez pas vu cette transformation se mettre en place? Pas, mais j'ai une réponse assez simple, parce que en dépit de tout le discours ultra progressiste des studios Disney, quand vous allez dans le parc, qui est-ce que vous rencontrez? Vous rencontrez pas des couples de gays californiens qui ont acheté leur petit garçon sur catalogue. Vous rencontrez des Sud-Américains, évidemment les Français périphériques que vous avez évoqués, des Arabes du Golfe, voilà. J'imagine qu'ils doivent être choqués si on fait
l'apologie des femmes et des transsexuels. Oui, donc c'est très traditionnel en fait. Donc il y a une espèce de grand écart. Alors, il faudrait voir ce que vont donner les nouveaux personnages Disney, la petite sirène, etc. noire, vis-à-vis de ces publics-là. Ouais. Ça vient de sortir. Les cafés au lait. Ouais, café et ça au lait, entraîne pardon. d'énormes polémiques de réappropriation culturelle. Il nous reste 6 minutes. Et avant de voir exactement où la France pourrait en être d'ici 20 ou 30 ans vis-à-vis de cette culture, j'ai repris dans l'acte du 20e colloque Pierre Gripari qui parlait des personnages de Disney et je trouve ça assez savoureux, je vous le cite. « J'ai ensuite assisté à la longue théorie des dessins animés de long métrage et j'ai pu constater à cette occasion que le genre ne supporte absolument pas l'immobilité, ni la lenteur, ni l'attendrissement, ni la psychologie, ni le romanesque, ni les bons sentiments. Blanche-Neige est une dinde, le prince charmant un bellâtre, Bambi un petit crétin, sa mère la biche, une insupportable femelle américaine, son père, le cerf, un vieux cabot qui prend des poses plastiques devant les incendies de forêt. Les personnages intéressants ici sont les sorcières, les salauds, les affreux et les bonnes séquences qu'il y en a sont celles qui renouent avec les bons vieux procédés du court-métrage, mouvement ininterrompu, délire contrôlé, agressivité dévorante, sens de l'absurde, recherche systématique du gag. Par exemple, il faut voir Pinocchio pour la scène de la transformation en âne. Il faut voir Dumbo dans la soûlographie du petit éléphant et aussi Merlin l'Enchanteur pour l'extraordinaire duel magique entre Merlin et la sorcière. Disney, pendant des années, quoi qu'on en pense, etc., était une société qui créait. Il y avait un véritable travail de création qu'on voit dans les parcs. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Ça n'existe plus. J'ai l'impression qu'ils recyclent leur propre création. Avec Pinocchio, le Pinocchio de Tom Hanks va sortir bientôt. Oui, on est dans le cosplay du cosplay, je ne sais pas. Peut-être le rachat des studios Pixar, qui, quoi qu'on en pense sur le fond, accomplissent un travail créatif assez exceptionnel. Change peut-être artificiellement les choses. Mais voilà, encore une fois, ça reste d'un classicisme absolu, ce que j'ai vu. Mais c'est le tarif de tous les grands groupes. Daoud l'a dit, c'est Pixar qui les sauve. Hein. On rachète la créativité. Pixar fait Wall-E, renouvelle l'imaginaire du dessin animé, américain. Le dessin animé, je m'arrête, parce que c'est le merveilleux Pierre Gripari qui était cité là. Pierre Gripari a fait plusieurs fois l'éloge de l'extraordinaire Tex Avery. Tex Avery, aujourd'hui, moi j'en vois avec mes enfants, serait quasiment impossible. On ne peut plus montrer Tex Avery, quasiment. Enfin, heureusement, c'est sur YouTube ou sur certains sites internet. La méchanceté gratuite, les stéréotypes, pourquoi pas, allons-y gaiement. Le Wolf, qui est encore plus sexualisé et plus obsédé sexuel qu'un Dominique Strauss-Kahn ou qu'un Adrien Quatennens, d'ailleurs qui ne donne pas des gifles. Hein. Moi, je l'imaginais plutôt donner des gros coups de boule. Il a une tête pour donner des coups de boule, Adrien. Enfin voilà, toute la méchanceté qu'on peut, ou l'érotomanie qu'évoquent des personnages comme Adrien Quatennens ou DSK, en fait, se retrouver dans ce merveilleux dessin animé. Ouais, il y a toujours eu Walt Disney, il y a toujours un dessin animé institutionnel, ce qu'est Walt Disney, euphémisé, où on a euphémisé les contes européens, où on a lissé l'énormité de Barnum, parce que Barnum est vraiment central. Oui, c'est énorme, avec un grand H. Trump, par exemple, procède directement de Barnum et pas de Disney. Mais Disney, pour se mondialiser, pour se diffuser, a dû lisser cette image-là. Moi, je reviens à mon obsession, c'est Gripari est emblématique de ça. Pourquoi ? Parce qu'il connaît peu d'auteurs français du XXe siècle ont autant connu l'imaginaire européen. C'était un lecteur des frères Grimm, de Perrault. Enfin, c'était son univers. C'était un auteur aussi de littérature jeunesse qui s'est imposé. Il a imposé en tout cas deux univers très forts, la rue Broca et la Folie Méricourt, la rue Mouffetard. Et ça marche toujours. Pourquoi ? Oui, ça marche. Simplement, c'est à la marge. Même si c'est un énorme succès, Gripari pour enfants. C'est colossal. C'est de grosses ventes aujourd'hui, toujours. Alors, ça reste, grâce à jeunesse, enfin bon, peu importe. Pourquoi n'arrive pas, nous, à offrir une alternative ? On a des gens comme Gripari, qui savent parler aux enfants, qui savent les intriguer, les inscrire dans une histoire, les amener à réfléchir, pour faire ce que Bettelheim, Daoud en parle dans le papier, sur pourquoi ça marche un conte depuis la nuit des temps. François. Non, oui. Mais François, alors, la question qui vient, vous bornez aux enfants ce qui est naturel. C'est notre sujet, voilà. Non, mais moi, la question que je me posais de manière très intuitive, c'est qu'est-ce qui peut passer par la tête d'adultes qui portent des oreilles de Mickey ?
Comme j'en ai vu. Ouais, mais je pense qu'on est au cœur de l'imaginaire américain. L'Amérique, il y a un livre génial de Benjamin Barber, ce qu'il appelait Comment l'Amérique nous infantilise. C'est un Américain. Jihad versus McWorld. Alors ça, il a fait plusieurs, mais il est mort aujourd'hui. Et je trouve que son grand livre, c'est sur comment l'Amérique nous infantilise, où il postule qu'il y a ce qu'il appelle un ethos, une éthique infantiliste. Hein. Il reprend la thèse de Max Weber sur l'éthique protestante. Max Weber a montré que les protestants ont nourri l'esprit d'épargne américain, qui a permis d'accumuler de l'argent, et après les producteurs sont devenus des consommateurs. Et il dit que c'est la naissance du capitalisme. Lui reprend la même thèse en disant que le génie du capitalisme américain, à travers Mickey entre autres, c'est de nous infantiliser, quoi. De faire. C'est aussi le Titi Tellman de Brzezinski. Ouais. Donc l'abrutissement des masses. Là, c'est le livre est vraiment. Donc comment on réagit à ça? La fête a toujours été. Comment les figures qui seraient, parce qu'on parlait tout à l'heure du pauvre, comment il s'appelle, Slimani, le transsexuel là, ou le Bilal Hassani reprend les codes les plus sexistes qui soient. Il se veut une femme ou une demi-femme. C'est ce que font les trans. C'est des choses de misogyne. Preciado dans l'autre sens aussi, une caricature viriliste. Hein, le trans est condamné à ça. Il est condamné au stéréotype et qui surligne avec un marqueur jaune. Nietzsche dit la fête est la meilleure des polices. Hein. C'est ce que dit Philippe Muret. Je veux dire. Donc c'est un outil de contrôle social, la fête. Hein. Tous les régimes totalitaires y ont recours. Mais pas que les totalitaires. C'est parce qu'on est toujours en train de dire il n'y a que nous qui faisons ça. Les anciens le faisaient, sauf qu'ils l'avaient inscrit dans un rituel cosmique, une cosmogonie. C'est d'arriver ça aux équinoxes, ils faisaient ça en fin d'année. Peut-être que la société a besoin de ça. Moi, je ne veux pas condamner de haut, travaillant sur la France périphérique, vivant dans ce monde-là, je ne veux pas condamner de haut des gens qui se retrouvent là-dedans. Juste pour finir peut-être sur Walt Disney, le rapport à la France de Walt Disney, le créateur. Walt Disney, il paraît qu'il avait des ancêtres français qui s'appelaient Désigny, je crois que c'est pas une blague. Et par ailleurs, il a été infirmier de la Croix-Rouge pendant la Première Guerre mondiale. Et il a servi à Marne-la-Vallée. Donc peut-être que c'est une espèce de réminiscence. Absolument. Il a été militaire, infirmier. On va terminer là-dessus. En fait, c'est un retour aux sources. Hein, voilà. Bon, écoutez, c'est une belle quenelle pour nous. C'est une bonne quenelle pour vous. Écoutez, moi, je vous dis à bientôt. On se voit le mois prochain, Olivier. Si Dieu me prête vie. Si Dieu me prête vie et que la guerre nucléaire n'ait pas été déclenchée. Bonjour chez vous.